Vous allez être appelé à évaluer des argumentations, oui, dans le cours de philo, dans d'autres cours et dans l'ensemble de votre vie finalement. Vous allez devoir aussi évaluer vos propres arguments que vous allez mettre dans la dissertation finale. Donc, il ne suffira pas juste de composer un texte puis de mettre vos idées d'arguments. Vous allez vous-même faire le schéma de votre argumentation, repérer vos jugements et vous assurer que votre argumentation tient, parce que c'est ce qui donne les points. Moi, je vais lire vos arguments, je vais lire votre argumentation, et vous allez perdre des points si vous avez des jugements inacceptables ou des liens d'inférence qui ne sont pas suffisants pour entraîner leur conclusion. Alors maintenant, voici la méthode. Le test des 2 critères que vous allez faire passer à chaque argumentation qui vous tombe sous le nez. Pour évaluer une argumentation, il faut faire passer un double test. En vérifiant la suffisance de chaque lien, on n'oublie pas qu'on réfère à la flèche, et en vérifiant l'acceptabilité ou la crédibilité, c'est un synonyme, de chaque jugement qui correspond au numéro. Si l'argumentation passe le test des 2 critères, alors elle tient. Mais si l'argumentation échoue le test simplement à un critère, ou pire, les 2, alors elle tombe. Donc, quand on parle de faire passer le test des 2 critères, l'argumentation doit vraiment passer les 2 tests, elle doit réussir les 2 tests, sinon, elle tombe, vous dites, ça ne tient pas cette argumentation. Dans le cadre des prochains exercices, de la matière, vous allez avoir toutes sortes d'argumentations plus ou moins farfelues, plus ou moins absurdes, même des argumentations horribles. Et bien sûr, je veux que vous sachiez, l'idée, c'est bien sûr, là, il y en a qui vont tenir, qui vont être acceptables et suffisantes, il y en a qui vont passer le test, mais il y en a qui passeront pas le test. Et c'est pas juste de dire « Ah ben, c'est évident que ça tient pas, c'est pas bon ça », mais pourquoi c'est pas bon? Vous allez devoir dire précisément pourquoi ce n'est pas bon. Et c'est là que vous allez vraiment développer votre esprit critique. Premier critère, la suffisance. Le ciel est bleu et le gazon est vert. Par conséquent, les tigres sont carnivores. Il y a bien de quoi être totalement perplexe de cette conclusion que les tigres sont carnivores parce que le ciel est bleu et le gazon est vert. On est dans la suffisance. L'ami répond « Si le ciel n'était pas bleu et que le gazon était vert, pourrait-on dire que les tigres sont carnivores? Non. » Les prémices sont donc liées. Parce que s'il dit, ça prend les 2, là. S'il y en avait une qui était pas bonne, est-ce que ça marcherait pour dire que les tigres sont carnivores? Ben là, il a représenté son schéma dans sa tête pour pouvoir évaluer ça. Ah, je vois mieux ce que tu veux dire. Donc, il dit là, je vois ce que tu veux dire, il a refait le schéma. C'est exactement ça. Qu'en penses-tu? Situation numéro 2, chercher en commun les meilleures idées. Ça n'a vraiment aucun bon sens. Alors ici, ce qu'on essaie de voir, la suffisance, c'est la suffisance de la flèche. On va se demander, se poser la question, s'il est vrai que le ciel est bleu et s'il est vrai que le gazon est vert. Pris ensemble, est-ce que ces 2 éléments sont suffisants? Est-ce qu'ils ont assez de poids pour entraîner la conclusion que les tigres sont carnivores? Eh bien ça saute aux yeux. Dire que le ciel est bleu et que le gazon est vert, ça ne donne aucun poids à la conclusion que les tigres sont carnivores. Dans un monde commun, on va dire ça n'a pas rapport. Alors, le critère de suffisance concerne les liens entre le ou les jugements et la conclusion. On parle ainsi de la flèche. Souvent, le lien entre le jugement et la conclusion est insuffisant. Donc, c'est là qu'on va mettre un X. Pourquoi? Soit parce qu'il donne un certain poids à la conclusion, mais pas suffisamment. Alors, dans ces cas-là, on va dire « ne saute pas trop vite aux conclusions ». Donc, on a envie de dire « ne saute pas trop vite aux conclusions » parce que oui, ça pourrait donner une idée, ça donne un certain poids, mais c'est pas assez fort. Donc, ne saute pas trop vite aux conclusions, c'est la phrase qu'on va avoir envie de dire à un jugement qui est insuffisant, à un lien d'inférence insuffisant. Ou encore, comme dans le cas de la BD ici, soit parce que le lien entre le jugement et la conclusion ne donne aucun poids à la conclusion. Alors, dans ce cas-ci, nous dirons « cet argument n'a pas de rapport avec la conclusion ». Dans le livre de Métayer, il vous donne un test à 3 critères. Moi, je vous offre une méthode à 2 critères. Nous allons donc regarder la suffisance, qui est son critère numéro 3. On le regarde en premier.
Nous regarderons l'acceptabilité de chaque jugement, qui est son critère numéro 2. Mais toutefois, nous ne ferons pas le critère de pertinence parce qu'en fait, le critère de pertinence, est-ce que ça a un rapport? Est-ce que ça donne un poids? Dans le fond, c'est inclus dans le critère de suffisance. Donc, on n'aura pas besoin de faire une troisième étape parce qu'en vérifiant la suffisance, est-ce que ça donne un poids ou aucun poids? Est-ce que donc le lien entre les jugements et la conclusion, on regarde la flèche une seule fois? Et dans le fond, pour ceux qui voudraient comprendre, pour s'assurer qu'on est équivalent, eh bien oui, c'est juste que j'enseigne une méthode à 2 critères. Et le deuxième critère de Métailler, qui est la pertinence, on se demande est-ce que l'argument est pertinent au regard de la conclusion? Ben, en fait, si on dit qu'un argument n'est pas pertinent, on va dire qu'il n'y a pas de rapport, ça correspond à la suffisance. Donc, si un argument n'a pas de rapport, il n'est pas suffisant. Il est tout simplement totalement insuffisant. Alors que s'il y a un certain... Il peut être pertinent, donc il donne un certain poids à la conclusion, mais il ne sera pas assez fort. Donc voilà, le critère de pertinence est inclus dans le critère de suffisance. C'est pourquoi on va en faire l'économie. Un exemple d'argumentation insuffisante. 1. La plupart de mes élèves ont raté la deuxième question de l'examen. C'est le jugement, la prémisse. Sa conclusion, cela m'indique qu'ils n'avaient pas assez étudié le thème sur lequel portait cette question. Analyse. L'argument 1, qui dit « La plupart de mes élèves ont raté la deuxième question de l'examen. » Ça, on va dire « OK, c'est acceptable, on est dans un cas fictif, ça a de l'allure, ça arrive. » Donc, on va dire que c'est acceptable, surtout qu'on est dans un cas fictif. Est-ce que le fait de dire que la plupart des élèves ont raté la deuxième question de l'examen, donc si ça c'est vrai, est-ce que c'est suffisant pour entraîner la conclusion, qui est de dire que les élèves n'avaient pas assez étudié le thème? Analysons. L'argument 1 a du poids, mais pas suffisamment pour entraîner la conclusion. Pourquoi je dis ça? En effet, peut-être que la deuxième question était mal posée. Peut-être que le professeur n'avait pas été clair dans ses explications. Ainsi donc, il y a un lien. Ça donne un certain poids, le fait de dire que la plupart des élèves ont raté la deuxième question, mais ce n'est pas suffisant, et on va se faire un peu de ménage, ce n'est pas suffisant pour entraîner la conclusion, parce qu'on peut pas, il y a bien d'autres raisons qui pourraient expliquer le fait que la plupart des élèves ont raté la deuxième question de l'examen. Et on va représenter le fait qu'on rejette l'argumentation en mettant un X sur la flèche, parce que c'est le lien qui ne fonctionne pas. Le problème est au niveau de la suffisance. Ainsi, quand on a une argumentation qui est comme ça, on a échoué, même si on a passé l'acceptabilité de la prémisse 1 du jugement 1, il est acceptable, mais même si lui est acceptable, vu que le lien est insuffisant, n'est pas suffisant, eh bien, le verdict, c'est que l'argumentation tombe. On met un X sur l'ensemble de l'œuvre. Je vous fais jouer au jeu des différences ici, entre une argumentation insuffisante et une argumentation suffisante. Lisez les deux argumentations, elles sont presque pareilles, et demandez-vous laquelle des deux, laquelle entre ces deux argumentations est suffisante et laquelle est insuffisante, et essayez de voir pourquoi. Avez-vous trouvé? Si on lit celle de gauche. Alors voyons voir. Reconstituons le schéma. La conclusion, elle est déjà identifiée pour vous faciliter le travail. Alors on la place, c'est facile. Donc la conclusion, c'est de dire « Je vais donc obtenir de meilleurs résultats dans mon cours de philo que dans mon cours de maths. » Pourquoi tu dis ça? Et là, on va voir comment on place ça. D'habitude, nos notes sont plus élevées dans les matières que nous préférons. J'aime mieux, beaucoup mieux le cours de philo 101 que le cours de maths 998. On a 2 unités d'information. Pour savoir si on les met indépendants ou liés ou en enfilade, là, on va laisser faire l'enfilade pour l'instant, on va se contenter. C'est entre indépendants ou liés, je vous le dis. Vous allez vous demander, est-ce qu'on donne 2 raisons complètement différentes pour soutenir la conclusion ou est-ce qu'on travaille un seul argument, mais qu'on construit avec 2 raisons?
Ça aussi, c'est à force de pratiquer que vous allez devenir meilleur. Pour vous l'exemple, voici, on commence par dire « D'habitude, nos notes sont plus élevées dans les matières que nous préférons. » Ouais, puis ça me dit pas que tu vas plus réussir ton cours de philo. Il manque une unité d'information. Ah oui, mais j'avais oublié de te dire. J'ajoute l'argument, le jugement suivant, la prémisse suivante. Mais oui, mais c'est parce que j'aime beaucoup mieux le cours de philo que le cours de maths. Ah, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est la forme. Voyons voir. Est-ce que le fait de dire que d'habitude, nos notes sont plus élevées dans les cours qu'on aime et qu'on aime mieux le cours de philo, est-ce que c'est suffisant pour dire qu'on va obtenir une meilleure note en philo? Eh bien non, c'est insuffisant, car dire d'habitude, ça ne veut pas dire que dans toute situation, c'est ce qui se passe. Ici, on a donc une argumentation qui ne tient pas. Voyons voir maintenant la prochaine. D'habitude, nos notes sont plus élevées dans les matières que nous préférons. J'aime beaucoup mieux le cours de philo 101 que le cours de maths 998. J'ai donc plus de chances d'obtenir de meilleurs résultats dans mon cours de philo que dans mon cours de maths. Toute petite différence vient de faire basculer cette argumentation de insuffisante à suffisante. C'est vrai. D'habitude, nos notes sont plus élevées dans les matières que nous préférons. C'est quand même vrai. D'habitude, il peut y avoir des exceptions, mais c'est vrai que généralement, c'est ce qui se passe. La personne dit « Moi, j'aime mieux le cours de philo de base que le cours de maths 998. » Bon, c'est sa préférence, on ne va pas contester ça. Très bien, on l'accepte. Est-ce que de dire que d'habitude, nos notes sont plus élevées dans les cours qu'on préfère et de dire qu'on préfère le cours de philo, est-ce que c'est une bonne raison de dire qu'on a plus de chances d'avoir un meilleur résultat en philo qu'en maths? Oui, c'est une bonne argumentation parce qu'on dit pas qu'on est sûr d'obtenir de meilleurs résultats. Hein, d'habitude, c'est comme ça et j'ai plus de chances. Donc voilà, alors cette argumentation serait suffisante. Ceci, c'est pour vous montrer qu'un tout petit détail, tout se joue dans les nuances. Beaucoup, quand vous avez des toujours, des jamais, c'est rare que ça résiste à l'examen critique. Les choses sont souvent plus complexes ou il y a des variations. Donc, il faut faire attention à comment on formule les jugements. Donc, dans votre rédaction, quand vous rédigez des argumentations, faites attention d'être nuancé. Quand vous allez être nuancé, ben c'est là que vous allez avoir plus de chances d'aller chercher des jugements qui sont acceptables et d'avoir des liens, donc le lien entre le jugement et la conclusion qui soit suffisant. Voilà pour ce qui est du critère numéro 1, la suffisance, quand on regarde chaque flèche. Deuxième critère maintenant, acceptabilité. Bon, premièrement, tous les étudiants du cégep sont fous. Deuxièmement, tous les gens qui sont fous sont très intelligents. J'en conclus que tous les étudiants du cégep sont très intelligents. L'étudiante ici reconstitue son schéma. 1 plus 2 menacé. Le professeur dit « Mais deux prémices ensemble entraînent la conclusion. S'il est vrai que tous les étudiants du cégep sont fous et que tous les fous sont très intelligents, alors tous les étudiants du cégep sont très intelligents. C'est une déduction implacable au niveau de la logique. La flèche, là, ça marche. S'il est vrai que 1 et 2. Le critère de suffisance est respecté, d'accord, car les deux prémices ensemble entraînent la logique. La conclusion, c'est une logique implacable. Mon argumentation est donc bonne. Attendez une minute, l'autre critère. Quel autre critère? L'acceptabilité. Alors ici, bien sûr, le problème ne sera pas au niveau de la flèche, le problème sera au niveau de l'acceptabilité des jugements des prémices. Alors, premièrement, tous les étudiants du cégep sont fous. Eh bien, c'est sûr que c'est inacceptable. Ensuite, tous les gens qui sont fous sont très intelligents. Et bien sûr que non. Donc, ici, le professeur a deux énoncés, deux jugements qui sont complètement non acceptables. Et même si la logique est vraiment parfaite, on n'a pas avoir une logique parfaite si nos éléments, si nos unités d'information sont inacceptables, ben il n'y a rien qui tient. Donc tout ça, on met un gros X rouge là-dessus. Un jugement acceptable résiste à l'examen critique et peut être tenu pour acquis dans une argumentation ou dans une discussion.
Sinon, il est non acceptable. Par exemple, les gaz à effet de serre entraînent la dégradation de la couche d'ozone. On va analyser, est-ce que c'est un jugement acceptable ou non? Bon, c'est un jugement d'observateur et il est acceptable parce que quand on vérifie, il est appuyé par des études crédibles. Si on dit, cependant, l'intelligence est purement génétique, on a affaire à un jugement d'observateur aussi, cependant, il est non acceptable quand on vérifie, eh bien, le jugement de dire que l'intelligence est purement génétique, c'est non appuyé par des études crédibles. Alors, à ce moment-là, on dirait non acceptable et on mettrait notre X rouge dessus. On ne pourrait pas tenir ça pour acquis dans une argumentation. Je vous rappelle, un jugement d'observateur, vous avez tendance à penser qu'un jugement d'observateur, c'est bon. Et qu'un jugement d'évaluateur, ça dépend de chacun, donc c'est pas bon. On oublie ça. Un jugement d'observateur peut être non acceptable et on peut arriver vraiment très facilement, là, très bien, à des jugements d'évaluateurs et de prescripteurs qui sont acceptables. Donc, le type de jugement va vous aider à voir par quelle méthode vérifier s'il est acceptable. Et c'est pour ça que c'est important de savoir est-ce qu'on a affaire à un jugement d'observateur ou d'évaluateur ou de prescripteur. Cependant, ça ne vous donne aucun indice, le type de jugement ne vous donne aucun indice à savoir s'il est plus acceptable ou moins acceptable ou non acceptable. Alors, on ne se fie pas là-dessus, on n'a pas de préjugés envers les jugements d'évaluateurs, pas de préjugés négatifs, et on n'a pas de préjugés positifs envers les jugements d'observateurs. Vraiment, chaque jugement peut être acceptable ou non acceptable. Exemple de jugement non acceptable. L'argumentation suivante. Tout ce qui nage est un poisson, les baleines nagent, les baleines sont donc des poissons. On prend des argumentations très très simples pour vraiment voir l'opération qui est à réaliser. C'est pour ça qu'on travaille avec des petites choses aussi faciles que ça. Est-ce si facile? L'avez-vous vu? Alors, vérifions. Est-il vrai que les baleines nagent? Oui, les baleines, clairement, ça nage. Est-il vrai que tout ce qui nage est un poisson? Est-il acceptable? Est-ce que vous prenez ça pour acquis? Eh bien sûr, non. Vous nagez, à ce que je sache, et vous n'êtes pas un poisson. Alors, la logique est bonne. Tout ce qui nage est un poisson, les baleines nagent, les baleines sont donc des poissons. Ça, c'est une déduction, comme nous avons vu, que les philosophes aimaient énormément en faire. La logique est parfaite. La flèche, ça tient. Numéro 1. Toutefois, l'argumentation tombe cette fois pas parce que le lien est mauvais, non, pas du tout. Le lien est parfaitement bon. L'argumentation tombe parce que on a oups, il faut pas que je l'efface. Parce qu'on a un jugement qui ne tient pas. Et comme nous avons affaire à des jugements liés, eh bien, c'est tout qui tombe. Dans ce cas-là, on n'a pas deux jugements indépendants. Donc, le jugement 2 est acceptable. Cependant, le jugement 1 est non acceptable, car il est faux de dire que tout ce qui nage est un poisson. Même si le jugement 2 est acceptable et que le lien d'inférence est suffisant, eh bien, la conclusion tombe. Verdict, ça ne tient pas. L'argumentation, la conclusion, ça tombe. Alors, voyons quelque peu les causes de la non-acceptabilité. Voici une liste de raisons pour lesquelles un jugement peut être non acceptable et ainsi être rejeté dans l'analyse critique. Vous mettez un X dessus puis vous effacez les arguments qui sont liés, composés de ce jugement. La liste est non exhaustive. Donc, c'est une liste qui est déjà longue, mais je vous le dis, elle n'est vraiment pas complète. Elle est non exhaustive parce que bien d'autres raisons pourraient être invoquées pour rejeter un jugement d'observateur, un jugement d'évaluateur ou un jugement de prescripteur. Si vous avez affaire à un jugement d'observateur, vous pourriez rejeter, donc dire ceci est non acceptable pour les raisons suivantes. Un jugement d'observateur peut être tout simplement faux. Il peut être erroné. On n'a pas de problème à dire c'est un JO faux. Hein? C'est pas vrai. La crédibilité de l'observateur qui produit le jugement peut être douteuse. On avait affaire à ça dans le film 12 hommes en colère avec la femme qui témoignait pour dire « j'ai vu, mais elle portait des lunettes », donc sa crédibilité était douteuse. La théorie scientifique sur laquelle repose le jugement d'évaluateur peut être dépassée. Si vous utilisez une théorie scientifique dépassée pour produire un jugement d'observateur, ben ça ne tient pas, ça peut rejeter. On peut pas, il faut être à jour, il faut suivre les dernières découvertes de la science, il faut se tenir à jour, il faut s'informer, il faut faire des bonnes recherches.
L'appel à l'expertise qui supporte le jugement d'observateur peut être non valable. Quand on veut supporter un jugement d'observateur et qu'on ne veut pas soi-même faire une maîtrise puis un doctorat pour aller le prouver, eh bien, on va faire appel à des experts qui ont, eux, cette expertise et qui peuvent le dire. Ben, il y a des cas où on peut référer à un expert et il y a des cas où un appel à l'expertise peut être non valable. Je vous donne un exemple clair. Si vous avez un expert avec un faux diplôme dans son bureau, qui est un charlatan, eh bien, vous avez beau dire « Oui, mais lui, il le dit. » Oui, mais si c'est pas un expert reconnu pour vrai dans cette discipline-là, eh bien, vous pouvez pas faire appel à cet expert-là. C'est non valable. Donc, on pourrait pas avoir un jugement d'observateur qui repose sur les dires, par exemple, d'un charlatan qui se fait passer pour un expert. Si vous êtes face à un jugement d'évaluateur, comment est-ce qu'on peut dire qu'on accepte ou qu'on rejette un jugement d'évaluateur? 2 raisons principales. Le jugement d'évaluateur peut reposer sur une valeur qui n'est pas jugée acceptable dans la société. Si, par exemple, vous formulez un jugement d'évaluateur qui dit « il est bien de mettre en esclavage telle catégorie de la population », c'est un jugement d'évaluateur, hein? C'est bien il est bien d'avoir des esclaves composés de telle catégorie de la population. Eh bien, on va rejeter ça parce que ça repose sur une valeur, par exemple, dire que c'est bien l'esclavage, qui n'est pas acceptable dans la société. Donc, on a le droit de dire, ben, dans nos pratiques, dans notre conception, dans notre culture, dans notre pratique de la société, dans nos lois, ceci n'est pas acceptable, c'est pas une valeur acceptable. Alors, on a le droit de mettre un X pour cette raison. Aussi, une autre raison, c'est que les critères qui sont utilisés pour produire l'évaluation peuvent être pas clairs. Si on dit « ceci est une belle voiture », ouais, mais c'est quoi une belle voiture? Donc, si les critères pour dire c'est quoi une bonne voiture? Hein? Les critères pour dire ceci est une bonne voiture, ben, si c'est pas clair, qu'est-ce que tu veux dire par une bonne voiture? Est-ce que c'est une voiture qui est ultra performante, qui va accélérer 0-100 km/h en 2 secondes? Ou c'est une voiture qui est absolument électrique et qui fait à peu près pas de pollution? C'est quoi une bonne voiture? Donc là, on s'entend que pour accepter ceci est une bonne voiture, ben, il faut avoir clarifié les critères derrière le bonne voiture. Et si ça, c'est pas clair, ben, on n'accepte pas. On met un X là-dessus parce qu'on dit, ben, c'est pas clair. Il faut l'avoir clarifié dans le texte. Il faut avoir donné les informations. Une bonne voiture sera, c'est pour ça qu'on fait de la conceptualisation. On va définir nos concepts plus tard. Donc, c'est important de clarifier les critères pour dire, ben ici, on considérera que ceci est une bonne voiture. Une bonne voiture, c'est une voiture qui fait ci, qui fait ci, qui fait ça. Et là, on va voir la voiture, puis on va voir si ça correspond. OK, on va dire, ceci est une bonne voiture. Si on a affaire à un jugement de prescripteur maintenant, donc un conseil, une recommandation, un jugement de prescription pourrait être rejeté parce qu'il découle d'une conception non compatible avec notre conception d'une bonne vie, d'une bonne société ou du bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si quelqu'un me dit « on devrait vendre tous nos biens et ne plus travailler, fermer nos comptes de banque parce que, eh bien, la meilleure vie, c'est la vie libre dans les bois, dans la cabane dans le bois qu'on s'est gossé avec de la boîte. » Eh bien, on pourrait dire, puis que la personne dit, tu devrais tout vendre, puis tu devrais déménager dans le bois, donc jugement de prescripteur, puis de faire ta cabane en boîte, bien, on a le droit de dire, je refuse, je mets un X là-dessus, c'est pas une prescription qui correspond, et c'est pas compatible avec ma conception d'une bonne vie ou d'une bonne société ou du bonheur. Moi, c'est pas ce que je veux dans ma vie, ou c'est pas ce que socialement on juge. D'abord, on reconstitue le schéma de l'argumentation. C'est pas simple, on va avoir des exercices là-dessus. Après, on vérifie la suffisance de chaque flèche. Alors, on va observer le lien de chaque flèche de l'argumentation. Ensuite, on vérifie l'acceptabilité de chaque prémisse. Donc, chaque numéro, est-il acceptable ou sinon on met un X dessus. Ensuite, lorsqu'on a fini, on rend le verdict. Est-ce que ça tombe ou est-ce que ça tient? Et pour qu'une argumentation tienne, il ne faut qu'un jugement acceptable et suffisant, et avec un lien suffisant avec la conclusion. Si on n'en a qu'un seul qui tient, ça tient. Même si vous en aviez 100 puis que vous en avez enlevé 99,
ça tient pareil, à cause d'un. Et si vous n'avez aucun argument acceptable et suffisant, les deux critères, eh bien l'argumentation tombe. Vous voilà donc en possession de la méthode à suivre à la lettre, étape par étape. Je vous le dis, sinon vous allez vous embourber, vous allez vous mêler. Quand on reçoit un bloc de texte, qu'on lit, on n'est pas en mesure de précisément identifier si ça tient ou si ça tombe et pour quelle raison. Et c'est l'exercice, c'est l'opération la plus difficile du cours de philo. On est à la semaine 10. Eh bien, il faut le faire. Et pour le faire, suivez les étapes dans l'ordre et il n'y aura pas de problème, même si le cerveau chauffera. Et on est rendu à l'entraînement numéro 2 et que ça chauffe.